Ce qu'Emmanuel Macron a dit, tellement il est désespéré, désorienté, déboussolé, psychologiquement déstabilisé, alors voilà ce qu'il a dit. Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage. Littéralement à l'ambassade de France, a déclaré le chef de l'État français. On empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des rations militaires, a-t-il ajouté. Dans une allusion aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet. Donc, attendez, soyons sérieux. Nous on dit, il faut dire à ton ambassadeur de partir. Tu dis, il ne va pas. Tu dis, il ne va pas. Tu dis, il n'a qu'à rester. Bon, nous, comme c'est notre pays, et que la petite partie qu'on t'a donnée là, l'ambassade qui est politiquement sur le droit international, c'est une partie de la France, donc nous, on ne rentre pas là-bas. Mais, dès que tu sors de l'ambassade, le pied où tu vas mettre ton pied là, ça c'est le Niger, ça c'est pour nous. Maintenant là, pour que la nourriture arrive là-bas, la nourriture doit traverser le Niger d'abord pour arriver en France. L'ambassade. Donc nous on dit, il n'y a pas de nid. Il faut être aimé. Oh, ça passe pas. Nourriture, ça passe pas. Maintenant là, c'est nourriture de chien, ils sont en train de manger là-bas. Ils disent, militaire, c'est faux. En réalité, ce n'est pas nourriture de militaire et humain. Ce sont les concepts des animaux là, non? Les animaux de maison, c'est ça qu'ils sont en train de manger. Mais quand ils vont finir de manger ça là, nous on les attend, on ne bouge pas. Ils vont sortir. Et quand ils vont sortir, on va les accompagner. Donc voilà un président menteur qui n'a aucune dignité, aucune crédibilité et qui ment. Mais pourquoi Macron a dit ça? Pour vous permettre de bien comprendre pourquoi l'alliance des États du Sahel, Liptako Gourma, non j'adore ce nom, Liptako Gourma, Liptako Gourma, l'alliance des États du Sahel. Écoutez bien. Les États-Unis négocient avec le général Tiani. Ils tombent d'accord. Donc les Américains reconnaissent l'autorité du pouvoir de la transition au Niger. Ce n'est pas un débat. Quelqu'un m'a appelé et me dit, Keïta, je ne comprends pas pourquoi on chasse la France et puis on permet aux Américains. J'ai dit, mon ami, il faut sortir toi aussi dans Palab. Les Américains, ils t'ont fait quoi? J'ai dit, il n'y a pas d'Américains en Arabie Saoudite? Il dit oui. J'ai dit, mais il faut regarder le développement de l'Arabie Saoudite et puis il faut regarder le développement du Gabon. Regarde le développement de l'Arabie Saoudite et puis il faut regarder le développement du Niger. C'est la même chose. Ce n'est pas deux pays sahéliens. Ce n'est pas dans le Sahel. Il dit oui. Il dit, mais si les Américains, là-bas, là, ils disent, prends pour toi, je prends pour moi. Mais la France fait quoi? Je viens vous piller, vous voler, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. J'ai juste besoin de vos ressources naturelles et vous-même, je m'en fous de vous. Mais les Américains disent, prenons garde. Vous êtes nos partenaires. Vous nous donnez à vos prix, on achète à vos prix. C'est terminé. Maintenant, les Américains, ils font quoi? Pourquoi les Américains sont dans le Sahel? Les Américains sont dans le Sahel parce qu'ils ont commencé une guerre depuis l'Afghanistan. Et cette guerre les a amenés à se dérouter momentanément et ils se sont retrouvés en Syrie. Sans oublier qu'ils étaient en Afghanistan et au Pakistan. Sans oublier qu'ils ont fait un passage en Irak. Donc les Américains sont venus s'installer dans le Sahel pour surveiller les mouvements des terroristes. Parce qu'ils se disent que c'est dans le Sahel qu'ils viennent se former. Donc puisqu'ils viennent se former dans le Sahel, et ils montent maintenant. Donc en les contrôlant, en ayant une idée de ce qui se passe dans le Sahel, donc eux, ils sauront comment combattre les terroristes. Voilà l'idée des Américains. Donc ils ont investi des centaines de millions de dollars. La base des Américains, c'est que, et contrairement à la France, l'Amérique loue. Parce que les gens pensent que quand les Américains viennent chez vous, là, les Américains louent. Leur présence au Niger, là, ils louent. Ne me croyez pas. Demandez au général Tiani, combien les Américains payaient à Bazoum, avant Bazoum, à Issoufou, combien les Américains payaient? Les Américains louent. Je dis bien, les Américains louent leur base. Donc c'est l'argent qu'ils donnent au Niger. Ça, c'est un. Deuxièmement, les Américains n'interviennent pas dans notre lutte.
Au contraire, les Américains donnaient des informations à l'armée française qui, au lieu de nous les transmettre, les Français utilisaient les informations des Américains pour les donner aux terroristes. Mais est-ce que le Mali n'a pas dit la vérité? Est-ce que... Moi, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Le colonel Abdoulaye Maïga, il a été clair, il a dit, c'est la France qui informe, qui équipe et qui forme les terroristes. Mais la France elle-même n'a pas les moyens d'aller chercher les informations. C'est la présence américaine, puisque à l'époque, Donald Trump voulait fermer cette base. Il dit, elle est trop chère. Macron est allé à Washington plaider, pleurnicher que la France a besoin des yeux des Américains dans le Sahel. Je dis bien, la France a besoin des yeux des Américains. Ça veut dire quoi? La France a besoin des drones de surveillance des Américains. Mais nous, on a un pacte avec les États-Unis. Vous restez, mais on a besoin d'échanges d'informations. Il y a des informations sur un certain nombre de terroristes que nous voulons. Et nous savons que vous avez ces informations-là. Ils n'ont pas pris leur téléphone et puis ils ont dit, hey, Tchani, non, on va commencer. Non, non, non. Hein. Il y a eu échange, il y a eu discussion. Ils ont discuté. Et dans les discussions, le général Tchani sait que les Américains, avec les moyens qu'ils ont, peuvent nous servir. Alors, comme ils ne sont pas contre nous, on peut les utiliser. Voilà, l'Amérique qui gagne, le Niger gagne. C'est la France qui perd. Et la France dit que l'Amérique l'a poignardé. La France est en... Donc, le communiqué ici, quand Macron dit l'ambassadeur des États-Unis est pris en otage, ainsi que le personnel diplomatique. Mais Macron, c'est un menteur. Il le dit, et puis c'est aux Américains qu'il envoie le message. Vous avez signé un pacte avec ceux qui ont pris en otage l'ambassadeur d'un État qui est membre de l'OTAN. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Écoutons. Le message de Macron, c'est de dire aux États-Unis, vous êtes tombé d'accord avec un gouvernement qui a renversé un président démocratiquement élu. Les Américains s'en fichent puisque eux-mêmes ils le faisaient avant. Maintenant, il va plus loin. Vous êtes en train de collaborer avec un gouvernement preneur d'otages. Voilà là où Macron... Mais Macron oublie une chose, il n'a plus de crédibilité ni aux yeux des Américains, ni aux yeux de beaucoup d'Européens. Les gens ne lui accordent aucun crédit. Il a perdu sa crédibilité. Et les gens savent que c'est parce qu'il n'a aucune notion de diplomatie. Comme l'a dit Dominique de Villepin, il a dit, mais attention, il faut négocier, il faut mettre balle à terre. Les époques ont changé. Mais attendez, les Américains ont dit quoi? Les Américains disent qu'ils reconnaissent que la domination occidentale, c'est fini. La domination du dollar, c'est fini. Mais qui a dit ça? Antonio Blinken, le secrétaire d'État américain. Il dit la domination, c'est fini. Le monde est devenu multipolaire. On veut pas, c'est la réalité. Mais la France continue de rêver. La France continue de s'accrocher à ses vieux rêves. Et croit qu'elle continuera de nous manipuler parce qu'il y a des présidents indignes, irresponsables, inconscients et inconséquents. La merde des chaussures de talons, la saleté de maquis et l'irresponsable vieillard qui traîne dans les rues d'Abidjan appelé Alassane Ouattara. Voilà les trois indignes présidents de l'Afrique de l'Ouest francophone qui vendent nos États à la France. Les Américains ont tiré les leçons du changement. Il y a un changement multipolaire. Les Américains ont tiré les leçons. Ils ont dit on va travailler le général. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est fini. Dès l'instant où la Russie a menacé, parce qu'il y a quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Dès l'instant où Vladimir Poutine est rentré en jeu. Comme Poutine, c'est un ancien du Kremlin. C'est un ancien du KGB. Avant de devenir FSB. Vladimir Poutine était un ancien du KGB. Et aujourd'hui, FSB. Donc Vladimir Poutine, il a une connaissance, le renseignement. Vous savez, si vous avez fait le renseignement, vous avez une avance importante si vous êtes un chef d'État. Parce que vous connaissez la mentalité presque de tous les dirigeants, vu que vous avez fait ce qu'on appelle le profilage psychologique des gens dans le renseignement.
Et Poutine était très doué quand il était au KGB. C'est pourquoi il est monté très vite pour se retrouver président. Et Vladimir Poutine, il envoie un émissaire à Assimi Goïta. C'est-à-dire que ces dernières heures-là, il y a tellement de choses qui se sont passées dans le Sahel, mais c'est passé inaperçu. Bon, hier, moi, je n'ai pas pu sortir parce que j'étais un peu fatigué. Je n'ai pas pu hier. Sinon, il y a beaucoup d'informations qui sont passées. Il y a le vice-ministre de la Défense était là, chez Assimi, en même temps que le ministre de la Défense du Niger. On vient de signer l'Alliance des États du Sahel. Donc, posez-vous la question. Pendant ce temps, qu'est-ce que Poutine et Assimi se sont dit? Qu'est-ce que Poutine a demandé à Assimi de dire au capitaine et puis à Tiani? L'union fait la force. Regroupez-vous, organisez-vous, mettez en place une alliance forte. Allez d'abord sur le plan de la défense. Après, vous allez développer les aspects politiques et les aspects économiques. Mais allez d'abord. Et c'est ça qui fait que cette alliance est totalement différente de toutes les alliances politiques que vous connaissez. Parce que ces alliances-là ont été faites avec des hommes politiques, avec des agendas cachés. Mais ceci est fait avec des hommes, des présidents militaires, dont l'objectif est d'assurer la sécurité nationale d'abord. C'est pourquoi ils ont mis en premier lieu la sécurité, la défense. Vous allez... Je vais vous permettre de bien comprendre ce que je dis. Parce que c'est important. Il faut que on arrive à... J'espère que on va... Attendez. On va rapidement... Partagez, je vous en prie. Partagez. On va... Voilà. On va écouter. Une démarche commune vers l'Alliance. En vue d'une... Oh là là. Arrête de me fatiguer là. Conjointe aux défis sécuritaires et faire bloc contre toute agression des États respectifs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se donnent la main à travers un traité dénommé la charte du Liptako-Gourmand. Avec cette charte, les trois pays instituent entre elles l'Alliance des pays du Sahel, AES. L'information a été donnée cet après-midi lors d'un point de presse animé par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en présence de ses homologues nigériens et burkinabés. Le colonel de Camara, ministre malien de la Défense, était aussi de la partie. Le point de presse dont voici la teneur. Charte du Liptako-Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Niger, ci-après dénommés parties contractantes, réaffirmant leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacrée notamment par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité révisé de la CEDEAO. Convaincus de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèles aux objectifs et idéaux de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourmand, guidés par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagés à renforcer les liens séculaires entre leurs peuples, déterminés à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale, résolus à défendre l'unité nationale et l'intégrité des États respectifs, considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois pays, conscients de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances, rappelant le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective, sont convenus de ce qui suit. Regardez le préambule de la charte Liptako-Gourmand. Regardez le préambule. Le préambule est articulé autour de deux axes principaux. L'histoire, souveraineté, indépendance, intégrité, liberté.
chose qu'on nous avait confisquée par rapport à la colonisation, à la domination coloniale. Donc, il part du principe historique pour en arriver à la sécurité nationale des 3 pays. Donc, quelqu'un dit que Facebook a restreint. Ouais, mais Facebook est en train même de... Ils sont en train de restreindre. Parce que quand on monte, ils font tout pour casser le rythme. Quand on monte, ils font tout pour casser le rythme. Mais c'est pas grave, on est en train de gagner. Donc, c'est pourquoi je vous invite encore à vous abonner massivement à ma page Facebook, Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page, partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, partagez dans tous les groupes. Idem YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar, aimez, partagez sur les plateformes, dans les groupes, abonnez-vous, suivez-nous et notez-nous. Alors, désolé mon ami, moi-même ça fait un bout de temps qu'on m'a bloqué. Ça fait bientôt 1 mois depuis que la crise du Niger a commencé. Facebook a restreint mon truc. Parce qu'il y a des moments où je faisais un direct. Quand je sors du direct, on était à 80, on était à 100 000. Et pendant le direct, il y a 80 personnes, 80 000 à 100 000 qui suivaient en direct. Parce que quand tu sortais net, tu pouvais voir automatiquement les personnes qui ont regardé. Bon ben, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Ça ne nous décourage pas. Hein? Ça montre qu'on est bon, ça montre qu'on est fort, ça montre qu'on est encore là. Et ce n'est pas la première fois. Donc nous, on va continuer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on a qu'à faire ce qu'on a à faire. Alors donc ici, quand vous prenez le préambule du Liptako Gourma, l'alerte des États du Sahel, d'abord, il y a un bref rappel historique. Et ensuite, on énonce les défis sécuritaires auxquels les 3 États sont confrontés. Donc, pour dire que l'élément de base essentiel qui a constitué, ou du moins qui a été pris en compte par rapport à la mise en place de cette alliance, c'est d'abord la sécurité. Rappelez-vous, quand la CEDEAO a fait sa déclaration stupide, le Mali et le Burkina ont fait 2 déclarations conjointes. 1, ils vont joindre les forces avec le Niger pour défendre le Niger en cas d'agression. Et 2, ils vont quitter la CEDEAO. Donc maintenant, voilà une technique par rapport à ces 3 présidents qui quittent la CEDEAO sans quitter la CEDEAO. C'est de la diplomatie. Ils quittent la CEDEAO, mais ils ne quittent pas la CEDEAO. Ils quittent la CEDEAO physiquement, mais symboliquement, ils sont encore là-bas. Le temps de s'organiser, de se préparer et de prendre les distances. Parce que quand tu es en face d'un monstre comme la CEDEAO, qui peut à tout moment t'étrangler, il faut commencer à te préparer d'abord. C'est quand tu seras prêt que tu pars. Maintenant, s'il sort ses muscles, toi tu sors tes muscles. Le vainqueur aura gagné. Mais nous sommes dans une situation où nous devons aller avec une certaine intelligence et une certaine diplomatie. On ne peut pas nous empêcher de créer. Le Conseil de l'entente que vous faut créer avec la Côte d'Ivoire, Togo, Burkina et autres, là, ça est toujours là, non? Donc on ne peut pas nous vouloir de créer notre propre organisation. Mais notre organisation, contrairement à tout ce qui a été créé après l'indépendance jusqu'à la CEDEAO, notre organisation, celle-ci là, elle est essentiellement basée sur la défense. Et c'est ça qui fait sa particularité. Et c'est ça qui fera de cette organisation que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens n'auront qu'un seul passeport un jour. L'objectif final, c'est ça. Le même passeport du Niger, le même permis de conduire du Niger, la même carte d'identité du Niger sera valable au Mali et au Burkina. Et je vous ai dit que si on va loin, il va falloir former notre police et notre douane. De sorte que les frontières n'existent pas entre les 3 États. Donc que les gens circulent librement à l'intérieur des 3 États. Donc on arrête, comme on le voit en ce moment-là, libre circulation, tu sors net, les policiers commencent à racketter partout là. Donc, qu'on donne des messages clairs à la police frontalière et
à la police frontière, c'est pas si c'est ça, non? Police frontière, et puis la douane, de faire attention. Parce que c'est ça qui fait, c'est ce qui est en train de faire capoter la CEDEAO. Il n'y a pas de libre circulation au sein de la CEDEAO. Ce n'est pas tout. Maintenant, les 3 États vont imposer un visa commun. Tout ça, ça vient, hein? Ils sont en train de réfléchir. Hein? Il y a un visa, ça veut dire que tu quittes en Côte d'Ivoire, tu veux venir au Mali, là, tu prends visa. CEDEAO va parler, dire, hey, attention, il y a CEDEAO, mais nous, l'organisation qu'on a créée là, on reconnaît tout ça, mais dans notre organisation là, on dit il faut visa. Parce que, entre-temps, les 3 pays, je vais encore beaucoup plus loin, les trois pays peuvent décider avec l'uranium du Niger d'ouvrir 3 grandes centrales dans le Sahel pour développer le tissu industriel à l'intérieur des 3 États. L'uranium du Niger peut financer la centrale nucléaire du Burkina Faso dans le Sahel, peut financer la centrale nucléaire où on construit une seule centrale assez puissante pour prendre en compte les 3 États dans le Sahel. C'est tout. Donc, la question énergétique sera résolue tout de suite. Et ce n'est pas tout. Parce que pour le moment, c'est sur le volet sécuritaire. Pour le moment, c'est sur le volet sécuritaire. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, quand on va aller dans le domaine du transport, on va avoir une compagnie aérienne commune. C'est pas ça? Une compagnie aérienne commune. Un train marchandises, un train de transport de personnes à l'intérieur des 3 États. Je vous jure que si nos responsables là vont jusqu'au bout, les 3 pays là seront un Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Les gens vont oublier Abidjan, ils vont oublier Abuja, ils vont même oublier le Rwanda. Les gens vont chercher à venir voir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette transformation, cette métamorphose au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que des hommes dignes de foi, qui ont l'amour de leur pays, des véritables patriotes, ont décidé que trop, c'est terminé. Les 3 pays là unis, la France ne peut rien. Même si elle attrape le fer avec ses dents, la France ne peut rien. Ces 3 pays-là constituent une force, une puissance militaire, une force économique et surtout une présence géostratégique dont on ne peut pas se passer. C'est pourquoi les Américains ont tout de suite compris. Ils ont signé une alliance avec le Niger. Et la France a mal pris. Elle peut s'énerver, elle peut crier, elle peut gueuler, elle peut hurler. Les Américains ont déjà signé le deal et le général Tiani continue de travailler. Et la reconnaissance du général de Tiani est en train de se faire au fil du temps. Hein? On veut nous faire croire que le Niger est isolé. C'est faux, le Niger n'est pas isolé. Il suffit de rentrer dans la presse pour vous rendre compte que les ambassadeurs accrédités au Niger viennent régulièrement rencontrer le général ou le premier ministre Zen. Donc, le Niger travaille. Le Niger travaille, le Niger n'est pas isolé, le Niger n'est pas étouffé. Maintenant, la suite, on va écouter, mais le parti de Bazoum dit, merci beaucoup, très voyageur, très marchandise. Le parti de Bazoum dit, pas d'intervention de la CEDEAO au Niger. C'est-à-dire, voilà un parti politique qui se croit tellement intelligent, il veut se dédouaner, il veut laver sa main comme l'a fait Pilate. Tuez-le, moi je lave ma main, ça ne me regarde pas. Mais le parti de Bazoum n'a qu'à arrêter de foutre la merde au Niger. Ça va, champion? Papa, pourquoi t'as pas dit au fil de verser Je suis en train de... Et c'est moi, je sais que... Pourquoi? Toi-même, tu es là, il faut leur parler, non?
Faut aller avec ton chat là-bas, ferme la porte. Hey, il avait un problème sur moi. Il a eu chat. Pourquoi moi je n'ai pas dit au bon là de s'occuper de son chat, alors que lui-même il sortait pour leur dire ça. Moi j'étais ici en train de réfléchir par rapport à mon direct, et lui il va me faire par là, pourquoi je n'ai pas parlé. Alors donc, le parti de Bazoum fait une déclaration. Mais moi je demande au général de ne pas tomber dans les ruses politiciennes. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes, le parti de Bazoum. Au lieu de dire, vous ne voulez pas d'intervention de la CEDEAO, est-ce qu'ils n'entendent pas ce que Macron dit? Macron dit qu'il y a un président légitimement élu qui n'a pas démissionné. Nous, on s'en fout que Bazoum démissionne ou pas. Mais le premier travail du parti de Bazoum serait d'aller dire à Bazoum, hey, Joe, c'est fini pour toi. Il faut démissionner. Pourquoi son parti ne peut pas dire ça? Pourquoi le parti de Bazoum ne peut pas demander à Bazoum de démissionner? Donc, si on attaque le Niger aujourd'hui, ce sera la cause de Bazoum. C'est tout. Parce que c'est ce que l'idiot du président français dit. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Donc, ils veulent justifier l'agression du fait qu'un individu, un ancien criminel, un ancien rebelle, un vendu, un corrompu, un menteur, qui avait 2600 conseillers. Dieu merci. Quand je faisais mon direct le jeudi,